Il y a deux types en fait de révisionnisme. Il y a un premier révisionnisme qui consiste tout simplement à essayer de gommer, de la part des puissances totalitaires, les crimes du passé, que ce soit la Chine communiste avec les millions de morts de la révolution culturelle, du grand bond en avant, les massacres de la place Tiananmen, et ou que ce soit la Russie avec les crimes notamment du stalinisme. Il y a une réhabilitation de Staline, évidemment, de la part de Poutine. C'est une tentative, en fait, de ces États pour blanchir les crimes du présent. Quelle meilleure manière, effectivement, que de les blanchir, que de faire en sorte que tout le monde oublie ceux du passé. Ça, c'est le premier type de révisionnisme. Et puis, vous en avez un deuxième qui consiste tout simplement à vouloir réviser les frontières par la force. Les frontières qui ont été établies par le droit international, pour la plupart d'entre elles au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et on voit ces États, c'est essentiellement vrai pour la Russie, en partie d'ailleurs pour la Chine également, qui disent mais finalement nous ne sommes pas tenus par le droit international, nous voulons réécrire l'ordre international et le droit tel qu'ils ont écrit après la Seconde Guerre mondiale, et nous le bafouons, et d'ailleurs nous allons tester les États occidentaux pour voir s'ils réagissent. Il faut bien voir qu'en ce qui concerne la Russie de Poutine, dans 22 ans, il n'y a eu aucune réaction. On a laissé faire Poutine, on a laissé commettre les crimes abominables, on l'a laissé saisir 20% du territoire de la Géorgie en 2008, on l'a laissé occuper de manière illégale la Crimée et une partie du Donbass en 2014, et cela n'a pu que l'inciter à lancer une guerre encore plus dévastatrice, encore plus meurtrière et totale. Je pense qu'il faut essayer aujourd'hui, devant la guerre qui est là, qui est présente en Europe. La guerre en Ukraine, c'est aussi une guerre contre les Européens. Ce n'est pas uniquement une guerre contre le peuple ukrainien. Il faut définir les règles d'une diplomatie de guerre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas céder devant l'ennemi. Il faut lui tenir tête. Il faut lui répondre avec nos propres moyens militaires. Et nous devons aussi, dans cette feuille de route internationale, rétablir le droit international. Parce que quand le droit international est menacé, c'est en fait notre propre puissance, voire notre existence même, qui se trouve affaiblie. Et donc j'ai défini dans ce livre ce que j'appelle une diplomatie de guerre. Une diplomatie de guerre qui suppose effectivement d'arrêter de penser que la négociation est le nec plus ultra de la diplomatie. Dans un certain nombre de cas, quand on peut négocier, c'est très bien, mais il y a un certain nombre d'occurrences dans lesquelles la négociation est en fait une capitulation devant l'ennemi. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, pour rétablir le droit international, il faut arrêter de l'oublier. Il faut arrêter de fermer les yeux sur les violations massives de ce droit, en particulier les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression, 4 catégories de crimes qui ont été commises par la Russie de Poutine, et il faut arrêter de fermer les yeux. Beaucoup de personnes ont voulu normaliser Poutine, malgré ces violations du droit international. Je me rappelle, en 2018, j'étais un des rares, en France, à demander que l'on boycotte la Coupe du Monde qui s'est tenue en Russie à ce moment-là. Donc rappeler d'abord ces principes internationaux, ne pas céder, et ensuite répliquer par la force. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où ce que les Anglais appellent l'enforcement, c'est-à-dire l'application du droit international, elle doit se faire. Il faut arrêter de penser que l'on peut obtenir l'application du droit international par ces États uniquement en leur demandant gentiment. Voilà. Et je pense qu'en particulier, la considération du crime, et notamment du crime contre l'humanité, doit servir vraiment de limite absolue. Vous savez, la grande reculade, en fait, des démocraties a commencé à un moment bien précis. C'était en 2013, lorsque Assad a commis, on le sait, les massacres chimiques contre la Ghouta. Obama, président des États-Unis, avait défini des lignes rouges et puis il a décidé de ne pas les appliquer. Et donc ça a été un signal qui a été donné. Regardez également ce qui s'est passé en Afghanistan en 2021 avec le retrait des troupes américaines, qui a donné un signal aussi à Poutine
pour son agression le 24 février 2022. Vous avez parlé de l'Arménie. Voyons effectivement ce qui se passe en Arménie, où on laisse faire, et la France a été une des rares puissances à essayer de protester, à essayer de dire bon, maintenant on ne peut pas laisser l'Azerbaïdjan attaquer l'Arménie, et on s'aperçoit que la plupart des nations européennes étaient complètement indifférentes à ce qui se passait. Les États-Unis étaient loin, très peu impliqués, et là aussi ce sont des signaux absolument catastrophiques que nous donnons. D'abord, il faut essayer de bien comprendre que vous avez un lien étroit entre ces différentes puissances. L'Iran, la Russie, le Hamas, la Syrie de Bachar el-Assad, la Corée du Nord, sont en fait des pays qui agissent de concert. La Chine n'est pas nécessairement alliée avec la Russie, mais avec Xi Jinping, qui n'a plus du tout la même politique que ses prédécesseurs, Hu Jintao et Jiang Zemin, considère que tout ce qui affaiblit les démocraties, et en particulier la démocratie américaine, va dans son sens. Et donc c'est pour ça que la Chine aussi appuie ce révisionnisme des frontières, ce révisionnisme historique de la Russie, parce qu'en fait ils sont dans le même camp. Donc je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a cette alliance solide, d'une certaine manière, ou en tout cas cette conjonction des forces qui visent à complètement abattre l'ordre international. Et de notre côté, vous avez certes eu des discours de Joe Biden sur l'alliance des démocraties ou l'alliance pour la démocratie, l'appellation varie d'un jour à l'autre, mais il n'y a rien de solide qui véritablement se soit mis en place. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut comprendre d'abord effectivement la réalité de ces menaces. Il faut essayer d'arrêter de cajoler aussi les dictatures dans le sens du poil. Il faut arrêter de penser aussi qu'on peut essayer de négocier avec une dictature contre l'autre. Dans le temps, on disait, certains dirigeants politiques disaient, on va essayer de s'appuyer sur Moscou pour contrer la Chine. Aujourd'hui, vous avez plutôt le discours inverse d'un certain nombre de responsables politiques en Europe qui disent on va peut-être essayer de demander à la Chine de peser sur la Russie. Tout ceci ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où il faut être totalement intransigeant. Et il faut aussi essayer de voir que ces risques de demain, nous risquons fort de les préparer aujourd'hui. Vous voyez par exemple notre dépendance vis-à-vis de la Chine, dépendance économique, dépendance financière, dépendance technologique. Est-ce que c'est véritablement raisonnable de continuer à aller dans cette voie? Nous devons bien sûr, en Europe en particulier, nous réarmer, acquérir véritablement. Et là-dessus, l'expression d'Emmanuel Macron était assez juste, cette forme d'indépendance stratégique, surtout vis-à-vis des dictatures, peut-être moins d'ailleurs vis-à-vis des États-Unis, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les États-Unis, mais en tout cas on ne sait pas très bien si les États-Unis ne font pas se désengager complètement de l'Europe. Et c'est vrai que nous devons nous muscler. Dans l'immédiat, nous devons nous réarmer. Nous voyons une Russie qui est passée en économie de guerre. Nous, en Europe, nous devons aussi passer sérieusement, parce que nous n'y sommes pas, en économie de guerre. Et ça, c'est la meilleure protection et finalement la meilleure garantie pour la paix de demain.